Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Daniel Ouedraogo. À la une de l'actualité, 4 gendarmes ont perdu la vie lors de l'attaque ce jeudi du poste de gendarmerie de Barani dans la boucle du Mouhoun. Sortie médiatique de Yacouba Isaac Zida. Dans une interview accordée à France 24, l'ancien Premier ministre n'exclut pas une candidature à la présidentielle de 2020. Au Togo, la division de la coalition des partis politiques de l'opposition nommée C14 est mal perçue par la population. Vous entendrez quelques réactions dans ce journal. Enfin, utilisation rationnelle de l'énergie en cette période de délestage, c'est le sujet abordé aujourd'hui avec notre invité Issouf Zungrana, directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Radio Omega. Le poste de gendarmerie de Barani dans la boucle du Mouhoun a été attaqué aujourd'hui par des hommes armés. Pas de réaction ni de bilan officiel, mais selon des sources sécuritaires et locales, 4 gendarmes sont décédés dans cette attaque. En octobre 2018, la gendarmerie de Barani avait été attaquée par des individus armés non identifiés. Un gendarme avait perdu la vie, 2 autres avaient été blessés et un assaillant avait été abattu. Tout autre sujet dans la suite de ce journal et nous parlons de la sortie médiatique de Yacouba Isaac Zida. Dans une interview accordée hier à la télévision française France 24, l'ancien Premier ministre n'exclut pas une candidature à la présidentielle de 2020. Dans cet extrait que nous vous proposons, il se prononce également sur les raisons de son exil. J'ai quitté le Burkina Faso dans un premier temps pour une permission auprès de ma famille ici au Canada. Mais pendant que j'étais en permission ici, il y a des informations que j'ai reçues qui, en tout cas, mettaient en cause ma sécurité et ma liberté. Donc j'ai choisi de rester et de ne plus rentrer au Burkina Faso. Les autorités en place ont monté toute une cabale politico-judiciaire contre ma personne. Et donc j'ai choisi de rester dans ce pays, le Canada, qui est un pays de droit. Vous imaginez-vous un avenir politique au Burkina Faso ? Je ne me suis pas encore prononcé sur une éventuelle candidature, mais je n'exclus pas la possibilité, effectivement, d'être candidat en 2020. Cette sortie médiatique intervient au moment où un regroupement de jeunes dénommé Génération Zida multiplie des rencontres pour demander à l'ex numéro 2 du RSP de se présenter à la présidentielle de 2020. Autre sujet abordé durant cette interview, le blanchiment d'argent dont il serait coupable et ses attentes du procès du putsch. Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais reçu ni un policier ni un enquêteur de la gendarmerie pour me questionner sur ces faits. Je n'ai aucun argent à blanchir au Canada qui nécessite que je fasse l'objet d'une telle enquête. Avez-vous des réflexions sur le procès Gilbert Diendéré et le putsch manqué de septembre 2015 ? Je souhaite qu'à l'issue de ce procès, que le peuple burkinabé, que les victimes et leurs familles aient droit à la vérité et à la justice et que l'on puisse, à l'issue de cela, aller vers d'autres étapes. Yacouba Isaac Zida a également dressé un bilan positif de la transition de 2014 dont il était le Premier ministre et a indiqué que le pouvoir actuel n'est pas à la hauteur des défis sécuritaires. Et que pensent les Ouagalais de cette interview de l'ex numéro 2 du RSP? Suivez ces réactions recueillies par Inoussa Kiema. Il a quitté le pays pour 2 raisons. Soit disant, premièrement, c'était une question de santé, et puis il était à domicile menacé. Et sur ces 2 points, je peux dire que s'il ne se procède de rien, il pouvait revenir au pays, répondre, puisqu'on avait besoin entre-temps de lui pour l'assurance sur le truc dans la primature ou autre. Donc pour moi, il se reporte de quelque chose, même s'il ne l'a pas dit de façon explicite, il se reporte de quelque chose. Sinon, normalement, il doit revenir. Donc, je ne cautionne pas ces propos. Les questions sur ce qu'il a fait et autour de là, si les Blancs seulement, il peut se présenter. Pour moi, ce n'est pas une question sur que normalement, il doit se présenter ou bien il ne doit pas se présenter. Je pense que c'est un Burkinabé, c'est un frère, c'est un compatriote. Il fut aussi un ancien président et un ancien premier ministre du pays. À ce titre, je pense qu'il a le devoir et le droit de parler de son pays et de ses intentions. Tout ce qui reste autour reste un problème de justice.
chacun dans son chacun a quelque chose à se reprocher. C'est pas facile en tout cas, nous les citoyens, de dire quelque chose pour le moment, parce qu'on n'est même pas fiers de ce qu'on attend pour le moment. Parce que lui, il se reproche de rien. Or, pourtant, il y a beaucoup d'accusations sur lui, il y a beaucoup de trucs qu'on dit sur lui. Il faut que, quand il va venir, il va nous éclaircir un peu avant qu'on puisse savoir comment on va l'accueillir. Mais s'il n'a rien fait, il n'a pas venu. Est-ce qu'on peut vouloir être un président et puis ne pas faire une meilleure intention pour servir le peuple? Mais nous, on n'a aucun sentiment envers lui pour les Burkinabés. Audience à Kosiam, le président du Faso a reçu ce jeudi une délégation de Huawei, une entreprise chinoise de télécommunications. Selon le vice-président Afrique de l'Ouest, Loïse Tamalgo, l'objectif était de présenter la nouvelle équipe dirigeante. Il s'est aussi exprimé sur les accusations d'espionnage portées sur l'entreprise par l'administration américaine. Pour Loïse Tamalgo, tout cela est à mettre au compte de la concurrence. Il est au micro de Abdel Fattah Vatiem Touré. Il faut dire que nous ne voulons pas trop épiloguer sur ces accusations, d'autant plus que c'est un cas de justice en cours. Mais d'ores et déjà, vous savez que tout s'inscrit dans l'environnement concurrentiel aujourd'hui. En matière de 5G, Huawei est 2 ans en avance sur tout le monde. Donc ceci justifie cela. Mais nous prenons cela comme une bonne opportunité de pouvoir mieux avoir les reins solides en termes techniques, en termes de qualité, en termes de solutions éprouvées. D'ailleurs, notre siège a invité les États, comme les États-Unis et bien d'autres, à venir au siège et vérifier toutes nos solutions. Nous sommes ouverts et je crois qu'il y a des pays comme l'Angleterre, qui ne sont pas des moindres, qui ont déjà certifié qu'il n'y a pas de doute sur la sécurité de nos équipements. Nous inscrivons cela dans un cadre de combat concurrentiel entre pays, mais en tant qu'équipementier, nous n'avons rien à dire sur le fait. La délégation était conduite par le président Afrique de l'Ouest de Huawei, Etienne Liu, en poste depuis janvier dernier. Il est également accompagné de la nouvelle directrice pays, Monique Zhao. Et au titre de la présidence, l'économiste et ancien Premier ministre Paul Kabatiba a été nommé hier en Conseil des ministres, directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation du Burkina. Qu'est-ce que la Caisse des dépôts et de consignation? Moumouni Yaro nous en parle. La Caisse des dépôts et consignations du Burkina, en abrégé CDC-BF, est un établissement public à statut spécial doté de personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle bénéficie d'une dotation initiale de 20 milliards de francs CFA alloués par l'État. Elle a entre autres pour mission de protéger l'épargne populaire, d'assurer le financement des projets d'intérêt public ou encore d'appuyer les politiques publiques conduites par l'État et les collectivités territoriales en matière de développement. La Caisse de dépôt et consignation de Burkina devrait également offrir les moyens nécessaires à la restructuration des entreprises à caractère stratégique en difficulté et permettre de sécuriser l'épargne nationale. Elle a pour organe de fonctionnement, outre la direction générale, une commission de surveillance comprenant des parlementaires, des techniciens et un caissier général. Pour lui permettre de mener à bien ses missions, il sera mis à la disposition de la CDC-BF une dotation conséquente de l'État, mais aussi une partie des ressources de placement de la CNSS, la Carrefour et des dépôts de garantie constitués par les usagers auprès de grands concessionnaires de services publics comme l'ONEA et la Sonabel. La loi portant création de cette caisse qui assure le financement des investissements structurants de l'État et des collectivités a été adoptée le 9 mai 2017. L'association des femmes du secteur minier du Burkina, AFEMIB, en partenariat avec l'ambassade du Canada au Burkina, a organisé aujourd'hui un atelier de réflexion sur la place des femmes dans le secteur minier. Le point avec Alinta Ouedraogo. À nos jours, seulement 10% des employés de mines sont des femmes et peu sont à des postes de responsabilité selon la FEMIB. Raison pour laquelle cet atelier a été initié pour réfléchir sur les voies et moyens à emprunter pour une meilleure participation féminine. Maïmouna Gembre, vice-présidente de la FEMIB.
C'est vrai, les compagnies minières font des efforts parce qu'au départ, on était très peu, moins de 2%. Et aujourd'hui, nous sommes à 10%. Seulement, c'est insuffisant pour nous. Nous espérons que nous pouvons aller jusqu'à 30%. Nous espérons que les échanges vont permettre l'amélioration de la condition de la femme dans les différents sites miniers, également sur les sites d'orpaillage et dans la chaîne de valeur. Le Canada, assez présent dans le secteur minier du Burkina, soutient l'initiative qui va en droite ligne avec sa politique féministe. Caroline Milo a représenté l'ambassadeur du Canada. Le Canada a une politique d'aide internationale féministe. Donc, comme son nom l'indique, la priorité est donnée aux femmes. Donc, c'est dans la politique internationale du Canada de soutenir l'autonomisation des femmes et des filles. Donc, cet atelier s'inscrit dans cette dynamique. Pour le président de la Chambre des mines, certes, la bataille est noble, mais les femmes doivent accorder une priorité à la formation professionnelle dans les divers secteurs d'activité miniers. Tidiane Bari. La formation, c'est la base, parce que pour avoir plus de femmes impliquées au niveau du secteur minier, il faut qu'il y ait des dispositions en place pour que ces femmes-là puissent être formées, non seulement au métier des mines, mais également à tous les métiers en fait de support qui encadrent le secteur minier. La mission de l'AFEMIB est de participer au développement socio-économique des femmes en général et de celle du secteur minier en particulier. Lutte contre le paludisme au Burkina Faso, le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme PNLP, affûte à nouveau les armes pour un Burkina sans paludisme. Il a tenu ce jeudi un atelier de validation et d'adoption du plan stratégique 2016-2020 révisé de lutte contre le paludisme pour la période 2019-2020. Samira Guiri pour le compte-rendu. Cet atelier de validation fait suite à la revue à mi-parcours de la mise en œuvre du plan stratégique national PSN 2016-2020 de lutte contre le paludisme réalisé en 2018. Un bilan qui a permis de réajuster les activités pour la période 2019-2020. À en croire le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme, les 3 premières années de mise en œuvre du PSN a permis de réduire considérablement le nombre de décès liés au paludisme. Yacouba Sawadogo. Ce que nous pouvons dire qui est très remarquable, c'est la baisse de la létalité. C'est dit parmi les cas graves de paludisme, le nombre qui décèdent. Dans les années 2012, on était à 1,8% et en 2017, on était à 0,8%. En 2018 aussi 0,8%. La létalité a certes baissé, mais elle reste tout de même élevée. Plus de 4000 décès en 2018 selon Yacouba Sawadogo. La vigilance doit être de mise et les expériences de lutte réussies vont être portées à l'échelle nationale pour plus d'efficacité, a-t-il laissé entendre. C'est ainsi que vous allez constater par exemple que la chimioprévention du paludisme saisonnier au profit des enfants de moins de 5 ans qui ne couvraient pas la région du centre. À partir de 2019, la région du centre dont Ouagadougou sera conservée. Nous avons une intervention phare qui est l'utilisation de l'artisanat en suppositoire chez les enfants dans la région du Sahel qui est la région la plus touchée en termes de décès. Et donc cette intervention va se voir déployée dans d'autres régions qui jouxtent un peu la région du Sahel. Et progressivement, nous allons étendre cette intervention aussi sur toute l'étendue du territoire. Toujours dans le même élan, le ministère de la Santé va procéder cette année à une distribution gratuite de moustiquaires. Le coordinateur national de lutte contre le paludisme invite les populations à une utilisation effective de ces moustiquaires. Il les appelle également à éviter l'automédication pour le traitement du paludisme. Hors de nos frontières, au Togo, la coalition des partis politiques de l'opposition nommée C14 est constituée à la base de 14 partis politiques, se retrouve aujourd'hui avec seulement 6 membres après des départs en cascade ces derniers jours. La coalition traverse une crise qui s'est révélée au grand jour avec la rencontre la semaine dernière entre le chef de l'État-for Yassingbe et une délégation de ce qu'il est convenu d'appeler l'ex-C14. Notre correspondante Andrea Magnim a recueilli les réactions de certains Togolais face à cette crise au sein de l'opposition. Des soucis avec cet élément et c'est ici que nous allons refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde fidèle Compaoré.